Merci Mehdi Kouki, merci Thierry Guintran de l'invitation, merci les camarades, merci mesdames et messieurs de votre présence ce soir et merci d'avoir choisi ce sujet qui, je crois, est probablement le sujet qui est le plus prégnant dans la vie politique française aujourd'hui. Mehdi a utilisé un mot dans son allocution, il a parlé de souveraineté. La souveraineté, intuitivement, on a l'impression de savoir ce que c'est, mais si on vous demande la définition, en réalité, parfois on est un peu en peine de le décrire. Alors, en droit, en des termes juridiques, la souveraineté est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. Donc, si le peuple regarde au-dessus de sa tête et qu'il n'y a pas de maître parce que c'est lui le maître, alors c'est qu'il est souverain. Et cette idée d'un peuple souverain est une idée qui était révolutionnaire à l'aune de l'histoire de l'humanité lorsqu'elle fut proclamée par les Français dans la Révolution française de 1789. Et cette idée-là a été tellement bouleversante qu'on vit encore aujourd'hui dessus dans la plupart des pays du monde, soit dans une réalité, soit dans une aspiration. En tout cas, c'est l'aspiration démocratique qui, je crois, est ce qui nous intéresse aujourd'hui parce que, bien que nous vivions dans un pays démocratique, et ça, je pense qu'on ne peut pas le nier, on ne serait pas là ce soir, par exemple, si nous étions en dictature. Et j'en parle avec d'autant plus d'aise que, par exemple, moi, je suis née au Chili. Mes parents étaient en prison quand j'étais bébé. Mais ma mère était enceinte de moi en prison. Et on a dû quitter le Chili après le coup d'État de Pinochet contre Salvador Allende. C'était il y a 50 ans. Bon, c'est une dictature. Donc, en France, jamais moi je dirais qu'on est en dictature. Je vois que pas mal utilisent cette terminologie. Je comprends pourquoi il y a de la frustration. Mais on n'est pas exactement en dictature. En revanche, ce n'est pas parce qu'on n'est pas en dictature qu'il faut tout accepter et qu'il faut accepter la situation actuelle en termes de standards démocratiques. En réalité, les questions démocratiques, ce n'est pas noir ou blanc, c'est un nuancier. Il y a des régimes qui sont plus ou moins démocratiques. Et on peut avoir, nous, comme peuple souverain, une certaine idée de nous-mêmes, une certaine aspiration à fonctionner de façon plus ou moins démocratique. Le mouvement des retraites est un mouvement qui a été une éducation à très large échelle dans le pays du problème institutionnel et démocratique qui a saisi la France maintenant depuis des décennies. Parce que ce mouvement contre la retraite à 64 ans a vu la mobilisation de millions de travailleurs qui ont fait grève, qui se sont mobilisés dans les manifestations. Donc on ne peut pas dire que si on n'a pas eu l'écoute des gouvernants, c'était parce qu'on n'était pas assez mobilisés. Dans la vie, ça arrive parfois qu'on ne soit pas assez mobilisés. Il y a des combats où on n'était pas assez nombreux. On ne peut pas dire que ce conflit des retraites, c'était le cas. Il y a eu 14 journées de mobilisation, des grèves, certaines reconductibles, une unité syndicale qui était monolithique, vraiment. Donc on ne peut pas considérer que c'est de notre faute en réalité si on n'y est pas arrivé à enlever cette loi des retraites à 64 ans. Fondamentalement, ce qui a eu lieu, et je pense que là tous les Français l'ont vu, et c'est ça qui est intéressant dans la période que nous vivons, c'est que ce mouvement est arrivé à une porte blindée, devant une porte blindée, qui est une porte blindée constitutionnelle, avec des articles de la Constitution qui désormais font partie du langage commun, de nos conversations communes. Aujourd'hui, si vous allez au cinéma et qu'il y a un copain de la bande qui choisit le film pour tout le monde et qui l'impose à tout le monde, les autres vont lui dire « Oh, bah, tu nous fais un 49.3 ». C'est devenu une locution familière. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce qu'une constitution, normalement, ce n'est pas un texte qui est délibéré, ce n'est pas un texte qui est débattu. C'est un texte qui, parce qu'il génère un consentement très majoritaire, permet la conflictualité au niveau législatif. Donc, parce qu'on est tous d'accord, en gros, sur la règle qui permet le conflit, alors le conflit est permis.
Mais vous voyez bien qu'avec l'article 49.3, les articles de la Constitution descendent dans le terrain de la conflictualité. Et ce n'est pas seulement le 49.3, il y en a d'autres. Je suis sûre que vous les connaissez. 47.1, 40, 47.2. Alors, non. Pas, si, en réalité, si, 47.2, mais il n'a pas été utilisé là. Mais effectivement, c'est la même idée. 44.3 pour le vote bloqué au Sénat, exactement. Donc, vous voyez bien que, en fait, derrière chaque Français, maintenant, il y a un petit constitutionnaliste. Et ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du débat théorique ou du débat de savants. C'est quelque chose qui a vraiment saisi le peuple tout entier. Parce que chacune et chacun était concerné par ce conflit des retraites. A-t-on déjà vu un mouvement où on rentrait dans la discussion avec déjà 93% d'approbation dans la classe ouvrière? Où déjà 70% des Français étaient d'accord sur le fond du sujet. Donc, tout le monde maintenant a compris que le problème, c'était la Constitution elle-même. Et du coup, on rentre dans des eaux troubles. Parce qu'une société dans laquelle la loi suprême ne fait pas consentement, elle est déstabilisée en réalité. La Constitution, elle est censée faire ce socle qui fait qu'on se met tous d'accord pour vivre ensemble. Et si on n'a pas ce consentement à la règle suprême, alors c'est générateur de déséquilibre, c'est générateur de chaos possiblement, c'est générateur de conflits, c'est générateur de violence, le cas échéant, parce que si vous avez essayé toutes les modalités pacifiques pour faire émaner de la société la volonté générale, vous avez essayé adhérer à un syndicat, faire grève, aller avec le syndicat, se mobiliser. Vous avez essayé écrire des courriers à votre député pour lui dire, écoutez, monsieur ou madame le député, quel que soit votre parti, quand même, ici sur le territoire, on est à 70% contre la loi 64 ans. Donc vous êtes bien notre représentant, vous êtes censé nous représenter. Bon. Et qu'en fait, le député ou la députée en question n'a même pas le droit de voter, parce qu'on lui a mis le 49.3, parce qu'il y a eu des outils qui ont verrouillé, alors effectivement, ça peut être belligène, c'est-à-dire ça peut générer du conflit violent. Et c'est Albert Camus qui écrivait « Lorsque la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. » Et je pense que c'est exactement là où nous nous trouvons. Nous sommes exactement là, en juin 2023, et c'est pour ça que c'est si important que vous ayez choisi de parler ce soir de 6e République. Parce qu'il y a un mouvement qu'on voit bien sous nos yeux de destruction, en fait, de la légitimité de la 5e République, de la Constitution de 1958, qu'on va appeler monarchie présidentielle. Mais une fois que c'est acquis, ça, une fois que la délégitimation de la monarchie présidentielle est acquise dans le pays, et alors vous avez gagné quoi? Pour l'instant, rien. Donc, c'est dans le même mouvement, dans le même moment où tout le monde est intéressé à la chose, qu'il faut commencer à édifier la 6e République. Ce sont deux mouvements qui doivent être concomitants, qui doivent être faits au même moment, et l'un est la conséquence de l'autre. Donc, notre 6e République, et quand je dis notre, ce n'est pas celle de la France insoumise. Ça aussi, ça fait partie, je pense, des changements d'échelle pour ce combat. La France insoumise mène cette bataille depuis très longtemps. Ça fait déjà 3 présidentielles qu'on se bat sur la 6e République, avec plus ou moins d'intensité. En 2017, on l'a beaucoup fait. En 2022, on l'a un peu moins bien fait. En 2012, un peu bon. Mais quand même, c'est quand même resté un peu l'idée des insoumis, l'idée de Mélenchon. Là, on est à une période où on voit bien qu'on a changé d'échelle. Et que si on veut y arriver pour de vrai, si on veut y arriver pour de bon, il faut que la société tout entière se saisisse de cet objectif-là de 6e République. Et quand je dis la société tout entière, c'est pas seulement, évidemment, sortir des partis qui sont les plus proches de nous, mais c'est par exemple les associations, les syndicats, qui ont d'ailleurs, dans ce conflit, ont mis en avant la question démocratique comme jamais l'ont fait avant. Quand vous aviez les syndicats qui allaient voir les députés en leur disant « faut voter contre la loi » ou « faut voter contre l'article 7 »,
au mois de février. Quand les dirigeants syndicaux, les journées de manif disaient « on est en crise démocratique ». Et si vous passez en force, ça va faire une crise démocratique. On voit bien que dans le discours syndical, on n'est pas stricto sensu dans le contre-pouvoir. On n'est pas stricto sensu dans l'idée que le gouvernement gouverne et le syndicat, il est dans le contre-pouvoir. Non, là, il y avait l'idée que le syndicat lui-même avait aussi une idée de comment devait fonctionner une démocratie adulte. Et évidemment, le fait que dans cette démocratie adulte, non seulement les représentants devaient certes représenter, mais aussi les organisations syndicales, c'est-à-dire les organisations intermédiaires, les corps intermédiaires, qui, eux, ont la pérennité, c'est-à-dire eux restent entre chaque élection, doivent pouvoir être écoutés par les gouvernants pour faire cette respiration démocratique qui est nécessaire dans une démocratie de qualité. Parce que l'alternative à cela, c'est quoi? L'alternative, c'est le jour du vote, allez, quelqu'un est désigné, et puis après, chacun rentre chez soi, et pendant 5 ans ou 6 ans, enfin, quelqu'un en fonction du mandat, on n'en parle plus, les citoyens ne sont plus rien, les citoyens sont des enfants. C'est quelque chose qui est nouveau probablement aussi dans des grandes échelles ou aussi profondément dans le mouvement syndical, dans le mouvement associatif. Et il faut dire aussi même à gauche, la gauche historiquement, elle est éclairée par notamment la pensée de Jean Jaurès. Jean Jaurès, il disait quoi? Jean Jaurès disait « La Révolution a fait du citoyen le roi dans la cité, mais l'a maintenu serf dans l'entreprise. » Et donc le combat socialiste, historiquement, le combat du mouvement ouvrier, c'était prenant appui sur le fait que nous avions le pouvoir de décider avec le suffrage universel, quand même réussir malgré tout à avoir l'égalité et avoir le respect dans l'entreprise. Donc c'est la question de la répartition des richesses que nous produisons dans l'entreprise. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que nous sommes les rois dans la cité? Ben non. Donc, il va falloir... Là, c'est rewind. Bon. Parce qu'on s'aperçoit que si on veut régler la question sociale, celle de la juste répartition des richesses, si on veut régler la question environnementale, et les chaleurs et les incendies que nous vivons ces jours-ci, encore une fois, sont une alerte là-dessus, si nous voulons régler ces problèmes-là, il y a en fait un préalable. C'est que pour cela, il faut avoir une démocratie qui fonctionne. Depuis le mois d'août, il y a eu plusieurs fois à l'Assemblée nationale des avancées réelles. Par exemple, en matière environnementale, à l'automne, dans la discussion du budget, on a voté 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments. Ça, c'était la première fois qu'autant d'argent était alloué à la cause climatique, au fond, c'est-à-dire à une politique publique qui, parce qu'elle rapidement modifiait les bâtiments et enlevait toutes ces passoires thermiques, permettait de lutter réellement contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'Assemblée nationale, d'une façon majoritaire, a voté les 12 milliards pour la rénovation thermique des bâtiments? 49,3. Pareil pour 3 milliards pour le rail. Quand on a voté 3 milliards pour le rail, le fret, etc., vous connaissez directement les implications environnementales, les implications écologiques que peuvent avoir ce type de mesures. 49,3. Lorsque nous avons voté un amendement qui créait une taxe sur les superdividendes, 49,3. Donc vous voyez bien qu'en fait, l'antisocial et l'anti-écologique naît dans l'antidémocratique. Donc cette idée de construire un système, un régime politique qui soit réellement démocratique ne peut pas rester du domaine de la théorie, de ce qu'on fera après, de l'utopie. C'est là, c'est tout de suite. C'est maintenant. Et donc, ça veut dire que c'est la tâche prioritaire. Et ça passe par le fait de finalement créer des espaces comme ce soir, des espaces de délibération. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi dans le fait de fabriquer une nouvelle constitution, c'est qu'en fait, il y a deux écoles. Soit vous dites, on dit à un groupe de sages, de sachants, de juristes, je ne sais quoi, des constitutionnalistes, pondez-nous une constitution avec telle ou telle caractéristique. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle pour la Ve République. Il y avait très très peu de personnes qui tenaient la plume.
Ou alors, on a des processus plus ancrés dans la société, plus enracinés dans la société. C'est ce qui, dans l'histoire de France, c'est appelé l'Assemblée constituante. Et donc, c'est l'idée que la société tout entière, et spécifiquement avec des représentants qu'on appelle les députés constituants, travaille à un texte qui lui-même ensuite est accepté ou rejeté par voie de référendum. Aujourd'hui, il faut, je crois, construire sur le fait que les Français sont sensibilisés à la question. Encore cette semaine, un sondage de l'IFOP, d'ailleurs on le voit, parce que quand les sondeurs commencent à poser ces genres de questions aux sondés, c'est qu'on est sur la bonne voie. Que pensez-vous du passage à la 6e République? Êtes-vous d'accord? Que pensez-vous? Comment, selon vous, faut-il lutter contre l'abstention? Est-ce que c'est en rendant obligatoire le vote? Est-ce que c'est en prenant en compte le vote blanc? Est-ce que c'est au quart de deux? Est-ce que c'est les deux? Etc. Sur tous ces items, on est à 70% des Français qui sont pour la 6e République aujourd'hui. La France, en fait, est mûre. La France est prête. Mais vous voyez bien dans les conversations que vous pouvez avoir les uns et les autres avec vos concitoyens que des fois, on se dit « mais je sais ce que je lâche et je ne sais pas ce que je récupère à la fin ». Donc, nous ne devons pas avoir une façon d'aborder ce sujet qui soit une façon anxiogène. On ne peut pas dire « ah ben ce sera la surprise de l'Assemblée constituante, je n'ai pas d'avis et on verra bien ». Parce que ça, c'est anxiogène. Et les gens ne nous suivront pas sur quelque chose d'anxiogène. Et je reviens sur cette idée de donner tout de suite, d'ores et déjà, de la matière à la 6e République, mais il y a aussi une autre raison pour laquelle nous ne pouvons pas être sur un registre de l'anxiété et de la violence et de l'agressivité. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est le défaut de démocratie qui crée de la violence. Donc, nous, on fait quoi ? Eh bien, nous, avec notre petite idée de constituante et 6e République, nous sommes en train de proposer la modalité pacifique de résolution du conflit. Donc, si vous avez les partisans de la guerre, les fauteurs de guerre d'une part, il y a des fauteurs de paix de l'autre côté, et ça, c'est nous. Et voyez comment ça prend aussi à contre-courant l'image qui est véhiculée même des insoumis, notamment par nos adversaires, notamment par le pouvoir élyséen, et les médias qui vont dans leur sens. Alors des fois, c'est vrai, il arrive que nous prêtions le flanc, je ne dis pas qu'on fait tout bien, d'accord? Mais on ne gagnera pas si on incarne quelque chose d'agressif. On gagnera si, à l'inverse, nous sommes cet outil pacifique qui permet aux Français, finalement, de se réapproprier ce qui fait commun. Il y a aussi quelque chose, et là, des fois, certains se moquent de moi quand je vais sur ces eaux-là, mais moi, je trouve... Alors, moi, je ne suis pas née en France, hein, je suis immigrée, je vous le disais tout à l'heure, je suis née au Chili. Je suis devenue française sur le tard parce que c'est très compliqué d'obtenir la nationalité, la préfecture, ils nous renvoient les dossiers 1000 fois, etc. Donc, je suis arrivée donc en France à 14 ans, je suis devenue française à 25 ans. À 35 ans, j'ai repris mes études, je suis devenue avocate, et maintenant, voilà, je suis devenue députée à 48 ans. Donc, je me suis posé toutes ces questions de ce qui fait une nation, de ce qui fait une république, de ce qui fait un peuple. Et ce que je trouve absolument merveilleux avec l'histoire politique de la France, c'est que précisément avec l'histoire républicaine, finalement, c'est facile de faire républicain français. C'est quelque chose qui est d'abord facile. Mais alors, est-ce qu'on a encore envie? Est-ce qu'il y a encore cette envie en France de faire peuple tous ensemble, et en tout cas de faire nation avec cette définition-là de la nation, c'est-à-dire une nation civique et pas ethnique? Parce que c'est la dualité, c'est celui-ci le conflit qui a purgé en quelque sorte la Révolution française. La Révolution française en 1789, parce que par le caractère absolument révolutionnaire de cette idée de nation civique, elle crée un courant très puissant qui dit non, mais nous on n'est pas du tout d'accord avec cette conception-là de la nation. Et puis ça va être la chouannerie, ça va être la guerre civile. Et puis à chaque étape de notre histoire, depuis maintenant 230 ans, vous avez des courants en France qui viennent remettre la chose sur la table en disant en fait, votre idée là, de la Révolution française et du fait qu'on est tous égaux, là, on pourrait peut-être en rediscuter. En général, ils ne s'appuient pas sur des élections pour en rediscuter, parce qu'eux ne sont pas démocrates, eux ne sont pas républicains. Donc ça va faire la Restauration, ça va faire l'Empire, ça va faire Pétain. Et puis vous avez aujourd'hui une extrême droite en France qui construit quand même sur ces idées-là depuis des décennies. Nous sommes en concurrence directe avec eux
pour s'appuyer sur une histoire longue. Il y a des choses que nous disons qui sont des choses qui sont bouleversantes au sens où on change l'ordre établi, mais il y a aussi des choses que nous disons, nous prenons appui sur des choses qui sont plutôt conservatrices, au sens où chaque Français puisse s'identifier avec ces idées-là. Les Français, ils vont, quand vous dites liberté, égalité, fraternité, à la limite, ils vont dire c'est hypocrite parce que c'est pas vrai. Mais ils vont pas dire je suis contre. Donc, il faut s'appuyer sur ces grandes majorités de conscience pour aujourd'hui construire cette 6e République. Alors, j'en terminerai en disant que pour aborder ce sujet et pour s'assurer que par capillarité, ils saisissent la société tout entière, il faut aller à l'efficacité. Vous voyez, moi, j'ai fait partie, avec Charlotte Girard, de celles qui ont élaboré le programme de la France insoumise en la matière il y a déjà depuis 10 ans. Et alors, il y a d'ailleurs un livret, le livret numéro 40 qui existe, qui est disponible en ligne, où on décrit par le menu le processus qui va amener à la constituante. En réalité, c'est très complexe. C'est-à-dire, en fait, d'abord, vous élisez un président qui est d'accord avec la constituante. Lequel président convoque un référendum? Référendum qui pose la question aux Français, convoquez-vous l'Assemblée constituante, selon telle ou telle modalité? Les modalités, c'est proportionnel, parité, mais aussi l'existence d'un bulletin où il y a écrit tirage au sort. Et donc, le résultat de ce bulletin-là, donc le pourcentage obtenu par ce bulletin, va décider combien de personnes sont tirées au sort dans l'Assemblée constituante. Ça travaille pendant 1 an, 2 ans, à la fin, c'est un référendum. Donc, vous voyez ça, là, ce que je viens d'expliquer, en réalité, dans les grands moments de combat, de campagne électorale, je n'ai jamais entendu parler de la part d'un porte-parole de la France insoumise. C'est trop complexe. Et vous, je suis absolument certaine que celles et ceux qui ont fait la campagne de 2022, vous l'avez à aucun moment expliqué à quelqu'un. Parce que ce n'était pas au cœur, en fait, de notre campagne, et parce que, par ailleurs, c'est un sujet un petit peu, c'est une façon un peu technique d'amener la chose. Alors maintenant, moi, je suis convaincue que ce n'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Je ne renie pas ce qu'on a écrit, je pense que ça, c'est un bon chemin. Si, au final, on n'y arrive pas avant la présidentielle, il faudra s'appuyer sur aussi ce chemin-là. Ce n'est pas un mauvais chemin. Mais je pense qu'il faut partir de quelque chose qui est immédiatement perceptible, compréhensible et concernant pour tout le monde. Et pour moi, j'ai beaucoup réfléchi à ceci et je pense que le sujet, c'est faut-il ou non encore un président de la République? Je pense que c'est cette question-là qui vous permet d'ouvrir la conversation. Et vous voyez, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse et vous pouvez toujours chercher dans le programme L'Avenir en commun, ce n'est pas écrit la réponse. D'accord ? Moi, personnellement, j'ai une réponse. Je l'ai écrit dans un livre, Le Guide citoyen de la 6e République, en 2015. Je pense qu'il ne faut plus de président de la République en 6e République. Pourquoi? Parce que la 5e République est marquée par, premièrement, une concentration du pouvoir gouvernant excessive entre les mains d'une seule personne, le président, lequel président est irresponsable politiquement. L'irresponsabilité politique, c'est une notion constitutionnelle. Ça veut dire qu'on ne rend des comptes à personne en tant qu'autorité de l'exécutif. En fait, ça n'existe pas normalement en démocratie. Dans les grandes démocraties, les personnes qui exercent le pouvoir gouvernant, c'est-à-dire ce pouvoir au quotidien de prendre les décisions, ce n'est pas la même chose que le pouvoir législatif, qui est de faire les lois où l'on court. Là, l'exécutif, il exécute comme ça au quotidien, il gouverne. Eh ben, dans toutes les démocraties, le pouvoir gouvernant est responsable. Au minimum devant l'Assemblée nationale et même parfois, dans un tas de pays du monde, directement vis-à-vis des habitants, dans les nombreux pays où il existe par exemple le droit de révoquer les élus en cours de mandat, ou ce genre de figure de référendum qui donne la possibilité aux souverains de rester souverains entre les élections. Donc en France, ce n'est pas le cas. Vous avez une extrême concentration du pouvoir entre les mains de ce président, qui a du coup une sorte de carte blanche, une sorte de pouvoir, d'abuser du pouvoir. Et ça s'est aggravé, c'est conçu comme tel dès 1958 par le général de Gaulle, qui, je rappelle, a quand même écrit cette constitution dans un contexte de la guerre en Algérie, où les parachutistes avaient quand même pris d'assaut déjà la Corse. Donc il y avait en fait une sorte de coup de force militaire, on l'oublie souvent, mais la genèse de la Ve République est quand même très malsaine du point de vue de nos principes. Et en 1962, le général de Gaulle propose l'élection du président au suffrage universel. Et c'est là le vice originel.
Pourquoi? Parce que dans une constitution, le fait même d'avoir une constitution, c'est le principe de la limitation du pouvoir des gouvernants. Les gens ont un pouvoir, on va le limiter par un texte, la constitution. Mais alors là, le président de la République, qui, comme je vous l'ai dit, 1, concentre énormément de pouvoir gouvernant, 2, n'est pas responsable, 3, du coup, il devient élu par tout le monde, et alors, bah, du coup, il a totalement les mains libres, parce que regardez, la Constitution aujourd'hui, elle prévoit l'hypothèse d'un désaccord entre l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Ça s'appelle la motion de censure. Elle prévoit le cas d'un désaccord du président vis-à-vis du Premier ministre. Le président et le Premier ministre, il fait ce qu'il veut. Il peut prendre un passant dans la rue, d'ailleurs, c'est devenu la mode maintenant. François Hollande, il prend Manuel Valls, qui est quand même le mec qui a fait 4% dans une primaire, mais il aurait pu prendre n'importe qui. Édouard Philippe, il n'avait même pas fait campagne pour Macron. Personne n'en avait entendu parler. On pensait que c'était de droite. Hop, il est Premier ministre. Et actuellement, je ne sais pas si vous avez vu passer les articles de gossip politique sur qui pourrait être Premier ministre à la place de Mme Borne. Mais c'est que des gens... Enfin, on parle même de Franck Louvrier. Est-ce que vous vous souvenez de Franck Louvrier? Franck Louvrier, c'est un proche de Nicolas Sarkozy, maire de la Baule. Bon, c'est comme si on prenait le maire de Saint-Maur pour devenir Premier ministre. Voilà, c'est la même chose. C'est pareil. Donc, ça c'est prévu. OK, la Constitution donne le pouvoir au président. Dissolution, évidemment, il a le pouvoir de dissoudre. Mais que se passe-t-il dans l'hypothèse d'un désaccord entre le peuple et le président? Ce qui est précisément ce qui a eu lieu pendant le conflit des retraites. Vous avez un homme face à 93% de la classe ouvrière. Ou vous pouvez regarder dans la Constitution, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, en fait, il n'y a pas. Parce que l'idée même de conflit entre le président et le peuple est niée. Vu que le président, et il vous l'a dit pendant le conflit des retraites, mais vous m'avez élu, c'est vous qui m'avez mis là. Donc, comme vous m'avez élu, eh bien, vous ne pouvez pas être en conflit avec moi, vu que c'est votre volonté que je sois là. Voyez la perversion de ce raisonnement. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, il faut se défaire de cette fonction-là. Il faut que la personne ou les personnes qui ont le pouvoir gouvernant soient responsables. Et dans l'idéal, mais évidemment, j'accepterai tout issu de la Constituante, mais dans l'idéal, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de président. Pourquoi? Parce que le président, en fait, c'est la seule parcelle de pouvoir qu'on a l'impression d'avoir. Vu qu'en France, c'est l'élection à laquelle viennent le plus de citoyens, d'électeurs. Alors, il faut voir qu'en France, nous sommes 50 millions de personnes en âge et en droit de voter. Il y en a 2,5 millions qui ne sont pas inscrites. Et sur les 47,5 millions qui sont inscrites, il y en a 12 millions au premier tour et 13 millions au second tour qui s'abstiennent ou vote blanc est nul. Donc, mais ça reste, malgré tout ça, ça reste le moment où il y a le plus de monde. Alors si vous dites aux Français, écoutez, tu vois le président auquel tu es venu voter parce que tu as bien compris que c'est lui qui avait le pouvoir, eh bien, par exemple, tu n'auras plus le droit de le désigner, ça sera plus au suffrage universel. Bon, ça, je ne vois pas comment les gens peuvent le vivre comme un pouvoir nouveau ou un pouvoir supplémentaire. Ou alors il y a l'autre solution qui est de dire, on va lui enlever ses pouvoirs, il va, comme on dit, inaugurer les chrysanthèmes. Puisqu'il existe dans la moitié des pays européens une figure symbolique qui a très très peu de pouvoir, mais qui est quand même élue au suffrage universel. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce qui m'intéresse, c'est que les conversations commencent là-dessus. Parce que tout le monde a un avis. Et ça fait réfléchir. Ah oui, au fait. Parce que les choses qui semblent immuables, cette détestation qu'on a, cette frustration qu'on a, cette façon qu'on a de vouloir envoyer des fléchettes au visage des photos de Macron, ben, il faut le politiser. Il faut le politiser. Ce n'est pas que l'homme le problème. L'homme est un problème, bien entendu. Mais ce n'est pas que ça. Voyez, aujourd'hui, on parle de tripartition de la vie politique française. Alors, on dit que la vie politique, que l'espace politique français, il est réparti en 3 groupes, on va dire. Nous, on va dire la NUPES, etc., la gauche des écologistes, l'extrême droite et l'oligarchie qui a ses propres intérêts autour d'elle. Bon. Je me permets de souligner que si nous étions arrivés au second tour et que si nous avions gagné face à Mme Le Pen, on aurait fait 50% plus 1 et quelques. Parce qu'arithmétiquement, comme il n'y a plus que 2 candidats, il y a forcément quelqu'un qui fait plus de 50%. Mais ce n'était pas un vrai 50%.
Notre vrai résultat, c'est celui du premier tour. C'est celui-ci où les gens évaluent les programmes et se prononcent dessus. Donc la question de gouverner en étant minoritaire dans la société, elle se pose pour tout le monde. Donc on est obligé de se poser... Et nous, alors évidemment, notre réponse, elle était toute écrite d'avance, c'était que de toute façon, nous voulions redonner aux Français la possibilité de réécrire ces règles du jeu. C'est ça qui est intéressant dans ce que nous proposons aujourd'hui et qui, je crois, permet d'envisager la politique avec de l'espoir de victoire. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est marginalisant. La démocratie, la République, ce sont des grandes majorités qui pensent comme ça. Et donc, à partir de là, si nous faisons correctement ce travail, si nous emmenons de façon enthousiaste nos concitoyens dans cette idée, je pense que, bien sûr, nous terminerons par battre et défaire politiquement l'extrême droite qui, elle, quand on lui pose la question de savoir s'il faut le peuple souverain ou s'il faut un nouveau Bonaparte, un nouveau César, choisira toujours le nouveau César. C'est-à-dire que la politique à l'extrême droite, en plus des xénophobes, etc., c'est fondamentalement être monarque à la place du monarque. Nous, on veut juste abolir la monarchie présidentielle. Pas exactement le même projet. Et de ce point de vue-là, les macronistes et l'extrême droite se trouvent d'un bord, et nous, on se retrouve de l'autre bord avec la grande majorité des Français. Et avec cette grande majorité-là, on peut ensuite avoir l'espoir de régler démocratiquement, majoritairement, la question du partage des richesses, la question de la protection de l'environnement. Voilà. Protection de l'environnement, partage des richesses, partage des pouvoirs. Je pense qu'avec ces trois objectifs qui se tiennent main dans la main et avec l'enthousiasme qui est, je pense, communicatif de ce qu'on peut faire quand on se met à travailler, nous y arriverons et les grandes victoires sont devant nous.